Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde, trois personnalités, trois artistes qui multiplient les clins d'œil espiègles dans leurs œuvres. HK, bienvenue à vous. Vous êtes chanteur, auteur de l'album Les Déserteurs. Vous interprétez dans ce disque les classiques de la chanson française en version shahabi. Mathéo El-Kodr avec nous également. Vous êtes contre-ténor, bienvenue à vous. Vous interprétez Hyacinthe dans le premier opéra de Mozart, Apollon et Hyacinthe, que l'on peut voir en première mondiale le 8 mars à la Cité de la Musique à Paris. Et puis en direct de Casablanca au Maroc, Hicham Lasri, réalisateur du film 7E, Les Chiens, présenté dans quelques jours au festival Étonnant Voyageur de Rabat. Merci d'être avec nous, Hicham Lasri. On vous retrouve dans quelques instants, sortie du film au Maroc le 2 avril. C'est en salle en France depuis le 5 février. Alors, vous aimez les grands classiques de la chanson française, vous adorez le shahabi, alors ceci est fait pour vous. On a vu Vierzon, maman, chou. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta mère et on a vu ta sœur. Ou l'inverse. Allez chauffer. T'as pu aimer Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as pu aimer Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as pu aimer Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as pu aimer Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu ses faux. T'as pu aimer ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours, chauffez les gars, chauffez. Hey, je te le redis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, cette fois, le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. Vesoul de Jacques Brel, vous l'aurez sans doute reconnu, célèbre titre. Alors HK, vous serez en concert le 2 avril au Cabaret Sauvage. Comment est née l'idée de ce disque ? Alors, il y a une histoire que je raconte souvent sur scène, c'est ce souvenir d'enfance, parce que je viens de Roubaix, dans le Grand Nord, là-bas, du côté de la frontière belge, juste à côté du plat pays, qui était le sien, justement. Et chaque été, on allait à la plage à Breden, juste à côté d'Ostende. Et on y allait en famille, dans la Renault 20 familiale, à 7-8 dans la voiture. Et après avoir joué toute la journée dans les dunes, après s'être baigné dans la belle mer bleue, marron, grise, à la mer du Nord, en revenant à la maison sur cette route de Belgique, mon papa mettait la musique de chez lui, la musique de là-bas, la musique charbi, la musique kabyle. Et pour moi, c'est vrai que c'est le premier souvenir de cette musique-là. C'est quand j'étais dans ce plat pays. Donc c'est le lien entre les deux finalement qui fait qu'aujourd'hui je reprends des standards de la chanson française, je reprends Brel, je reprends aussi le plat pays d'ailleurs en version charbi et je mélange ces deux univers. Mais au-delà de la création artistique, justement, mêler ces deux univers, qu'est-ce que ça évoque ? C'est sûr que aujourd'hui, moi, c'est deux cultures que j'ai en moi, que je porte en moi. Et aujourd'hui, en France, on a tendance à les opposer, à dire qu'elles ne sont pas faites pour cohabiter. Alors donc, c'est vrai que je prends un malin plaisir à créer et à montrer comment, quand ces deux cultures se marient, avoir voilà, les objets musicaux, artistiques, culturels, humains d'ailleurs, qu'elles peuvent produire. Et voilà, cette nouveauté. Outre Vesoul, quels sont les autres titres, les autres classiques ? Alors donc on reprend du Brel, je parlais du plat pays, on reprend Léo Ferré, La Fiche Rouge, l'histoire de ces étrangers qui se sont battus pour la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Le groupe Manoukian. Voilà, on reprend après aussi des chansons d'amour, aussi simplement Les Passantes de Brassens. Il y a Les Petits Papiers, il y a voilà, Padam Padam de Piaf évidemment. Et voilà, quelques grands standards de la chanson française revisités. Avec des grands musiciens shahabi. Vous avez beaucoup réagi, vous adorez, vous disiez. Ah, moi j'adore. J'adore. En général, je suis quelqu'un qui est très fanatique de mélange culturels, musicaux. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les choses qui sont dans leur boîte. Donc, même le clip il est extraordinaire, ça rappelle un peu les musiciens de Kalsoum qui sont derrière, avec la moustache, les oud, etc. Je trouve ça incroyable. Alors vous êtes contre-ténor, ce sont des classiques au Liban, pays francophone, que vous avez sans doute écoutés, qui ont aussi bercé votre enfance. On aime encore aujourd'hui cette musique au Liban ? Oui, on aime énormément cette musique, mais je ne vais pas vous cacher que c'est assez niche comme public, c'est assez niche comme répertoire. Certains milieux intellectuels. Cependant, il y a énormément de nouveaux publics qui est en train de se créer.
Je ne vais pas être très prétentieux, mais je vais dire que ces dernières années, j'ai un peu instauré une nouvelle mode. Ils ne connaissaient pas du tout des contre-ténors, puisque je suis le seul du Moyen-Orient. L'un des plus grands du monde, n'ayons pas peur des mots. Tu es gentil. Non, mais ce qui est vrai. Merci. Et voilà, donc j'ai un peu introduit cette culture baroque de contre-ténor dans Qu'est-ce un qu'un pays. contre-ténor d'ailleurs pour le grand public qui n'est pas forcément initié? Oui, un contre-ténor, c'est la voix la plus aiguë, c'est une voix masculine, lyrique, la plus aiguë chez l'homme. Donc on connaît bien les ténors, les barytons, les sopranos chez les femmes, les mezzos, les contraltos. Et il y a le contre-ténor, c'est une voix qui est presque une voix d'enfant, mais avec une puissance d'adulte. Et c'est un peu l'héritage des castrats du XVIIe et du XVIIIe siècle, comme le castrat le plus connu, Farinelli. Alors on va tout de suite regarder un extrait. Vous étiez récemment en concert en Suisse, mais aussi en Italie. Voici donc Matteo El Codre en concert. Tiens, HK, même question, c'est une musique qui vous plaît? C'est en tout cas, je suis assez impressionné, voilà, pour te dire. Vous demandiez d'ailleurs dans quel endroit ce concert était tourné. C'était à l'église Saint-Joseph à Rome. Matteo El Codre, c'est un rêve que vous aviez qui remonte à l'enfance. Est-ce qu'au Liban, ça va peut-être faire un peu cliché, mais je vous pose la question, est-ce que c'est plus difficile de devenir contre-ténor au Liban qu'ailleurs dans le monde, en Europe, aux États-Unis, en Occident? Oui, je ne vais pas vous le cacher. Déjà, j'ai grandi dans une famille qui n'est pas du tout une famille conforme libanaise. Vraiment, c'est une famille qui est bercée par l'art, par la culture, etc. Et nous sommes malheureusement au Liban dans une société qui ne va pas directement dans les champs artistiques. Donc, il faut être médecin, ou il faut être avocat, ou il faut être architecte, mais pas contre-ténor. Donc, j'ai un peu bouleversé les dogmes de la société, surtout en disant haut et fort que mes parents m'ont encouragé à prendre cette voie-là. Et donc, c'était un rêve que j'avais eu enfant, mais qui n'a jamais eu l'ambition de se concrétiser plus tard. C'est uniquement... Vous ne vouliez pas en faire votre métier, en non, fait, pas du une tout, passion. parce que c'était inenvisageable pour moi, vu les gens autour de moi, à l'école, etc. Donc, c'est avec la signature de mon contrat avec Universal Music France qui m'a fait le déclic de venir en France et de continuer mes études. Vous, HK, comment êtes-vous venu à la scène, à la musique? Vous avez beaucoup fait parler de vous il y a quelques années avec On lâche rien, qui a été repris par de nombreux partis politiques en pleine campagne. Qui a été surtout repris dans les manifestations. Donc oui. alors moi, j'ai toujours dit que ma musique venait de la rue, donc oui. C'est vrai que c'était cette fierté de l'avoir résonné dans la rue. Je suis arrivé à la musique par le hip-hop dans les années 80. Voilà, avec MAP, oui. Oui, quand il y avait cette musique qui débarquait comme un tsunami dans nos quartiers, et puis j'étais pris dedans. Comme je dis souvent, il y a ceux qui arrivaient à faire des choses extraordinaires avec leur corps. Il y avait les artistes qui arrivaient à redécorer les murs de nos villes à coups de graffiti et de dessins. Et puis il y avait ceux qui avaient de la tchatch, juste de la tchatch, et qui prenaient le micro, qui aimaient se la raconter un petit peu sur le devant de la scène. Alors, Matteo El Codre, vous élargissez votre répertoire, si je puis me permettre, puisque vous êtes donc à l'affiche de cet opéra, Hyacinthe et Apollon. Quel est l'argument? Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous résumer l'intrigue? Oui, l'origine, en fait, c'est le premier opéra de Mozart qui a été composé à l'âge de 11 ans. Au conservatoire à Salzbourg. Et ça se base sur les métamorphoses d'Ovide et ça part de la mythologie grecque. C'est le mythe d'Apollon et Hyacinthe, qui est un mythe homosexuel très connu, sur un libretto de Rufinus Wild. Et ça parle de l'amour entre Apollon et Hyacinthe, victime de la jalousie de Zéphyr, le dieu des vents, a été tué. Et il a été transformé en fleur par son amoureux, le dieu Apollon, le dieu solaire. Les réactions auprès de votre public à Beyrouth
quelles sont-elles? Est-ce qu'on vous dit c'est osé de jouer ce rôle? On m'a dit que c'était osé, oui bien sûr, mais moi je trouve que c'est exceptionnel de bouleverser aussi ces dogmes sociaux et pour les rendre peut-être plus accessibles aussi. Plus accessibles et surtout que cette mise en scène, elle est juste extraordinaire. C'est quelque chose de très osé parce que c'est un opéra qui a été composé au XVIIIe siècle et on va vraiment de l'autre côté. On va dans les plages californiennes grâce à Nathalie Van Parijs et Barbara Del Piano pour les costumes. C'est exceptionnel. On va vraiment sur les plages californiennes à Los Angeles et on a les casquettes, les tags, les graffitis, les skates. Ouais. Alors du cinéma aussi au programme dans MOE, puisqu'on parlait du répertoire de la chanson française HK. Eh bien, on va découvrir le film de Hicham Lasri qui est à Casablanca avec nous ce soir. Merci encore d'être avec nous, Hicham Lasri. On découvre sans plus attendre la bande-annonce de votre film, c'est Eux les chiens. مشاهدينا الكرام رياح الربيع العربي لا زالت تهب على ارض المغرب اليوم احنا في قلب مدينه الدربي ما كنسمع والو هنا في العمله الله يلقى لك البروش اسمع الاولاد الشعب اسمع البنات الشعب تغيير الدستور عاد فين شي فوا صوروا او على صور ما خرجت نشري لولدي الروايد ماشي كاميرا اجي الله يرحم باك شوف راه قبيله ملي سجلنا بالصوت ما كانش داخل غنعاودوا معاك غير دقيقه وحده وغتمشي تفرق معايا خليني نمشي نقلب على مرتي دير تفرق معايا تفرق معايا هذوك الناس ديال القدره ديال 81 راه كاع خرجوهم 10 سنين هادشي دابا في نظرك هذا منين خرج؟ طاح من السماء انا من مواليد الدار البيضاء تزيد سنة 1950 وهم يجيو خشوني في الخنشة وما يغبروني. انا ما نقولش علاش انا ماتريكي 404. هادي 10 ايام وانا كنحلم بيك غير ترجع. الراجل حوريه ولا Voilà une comédie sociale signée Hicham Lasri à Casablanca dans MOE pour la première fois. Alors pourquoi ce clin d'œil à Léo Ferré? Pourquoi ce titre? En fait, moi, je suis un grand fan de Léo Ferré et en travaillant sur mon scénario, c'est-à-dire pendant 1 an et 3 mois, j'écoutais presque ça et voilà. Donc voilà. Il y a des citations par rapport aux chiens, par rapport à on va dire l'asservissement, à la révolte et j'aime bien sa poésie. Donc voilà. Indirectement, ça se retrouve dans le film. Alors nous aboyons avec des armes dans la gueule, des armes blanches et noires comme des mots noirs et blancs. Voilà ce que dit Léo Ferré dans ses paroles. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'histoire, cette fiction? De quoi s'agit-il, Hicham Lasri? À la base, en fait, mon idée, c'était d'aborder le printemps arabe, même si ça toujours un peu décalé, un peu à côté de la plaque, et surtout d'évoquer une période, un événement marocain qu'on a un peu oublié au Maroc comme ailleurs, c'est les émeutes du pain en 1981, et d'essayer en fait de tisser une sorte de lien imaginaire entre ces deux événements et de rappeler en fait les leçons du passé pour ne pas oublier en fait de se casser la gueule dans le présent. Alors Mahjoul, le personnage principal, qui est d'ailleurs très drôle, sort de prison au bout de 30 ans de détention. Alors c'est un peu anachronique puisque, précisons-le, tous les prisonniers politiques de l'événement que vous citez ont été libérés il y a 10 ans. Pourquoi justement avoir choisi cette sorte de décalage, cet anachronisme pour parler du printemps arabe? Parce moi j'avais besoin de faire une sorte de métaphore sur la disparition du corps en fait. Bien sûr, la plupart des prisonniers politiques vivants ont été relâchés il y a 10 ans, mais il y a des gens qu'on n'a jamais retrouvés, des centaines de personnes dont les familles attendent toujours la dépouille, le corps ou le retour. Et je voulais en fait travailler sur ce désespoir-là, sur cette attente, sur comment en fait, c'est une sorte de zombie en fait. Majol, c'est en quelque sorte une sorte de zombie qui revient après 30 ans pour essayer de retrouver sa place dans un monde en perpétuelle mutation, dans un monde où il ne comprend pas grand-chose, même s'il nous donne l'impression qu'entre 81 et 2011, c'est un peu la même chose, le même geste, la même révolte, etc. Et je trouvais important en fait de regarder vers le passé pour comprendre un peu plus ce qui s'est passé en 2011 et ce qui se passe actuellement. Alors quel est ce Casablanca, ce Maroc qu'il découvre? Est-ce que c'est un pays, comme d'autres pays voisins en Méditerranée, partagé entre conservatisme et modernité? C'est un peu ça?
Oui, en fait, enfin, comme toujours, je pense que la région est condamnée à vivre ce déchirement-là. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'être dans la marge, un peu avec les déclassés, les laissés pour compte, avec voilà, les gens un peu qui errent aussi encore plus comme des zombies. Et c'était important pour moi de montrer en fait voilà comment lui il va traverser des couches sociales qui ne sont pas Monsieur Tout-le-Monde, qui ne sont pas les médecins et les avocats et la modernité qu'on essaie de vendre à travers l'office de tourisme, mais beaucoup plus le désespoir très très poétique en fait d'une population en fait qui est générée par 30 ans en fait, je sais pas, d'analphabétisation, de manque de moyens, de manque de rêves, de manque d'espoir, et qui rêve juste à partir ailleurs. Et ce personnage-là, quand il revient, il découvre ces gens-là. Il découvre aussi des activistes, des gens qui se battent pour leurs droits, qui essayent de faire entendre leurs voix. Mais ce n'est pas le plus important. Alors, quelles ont été les réactions à ce film? Il va bientôt sortir au Maroc, mais il a déjà été projeté. Quelles sont les réactions? Très positive en fait. Je sais qu'on me pose toujours la question de la censure. Est-ce que le film a été censuré? Est-ce qu'on a subi des pressions? Est-ce qu'on a eu des problèmes? La réponse a toujours été non, parce qu'en fait le projet est cinématographique. C'est pas un projet en fait de propagande ou un pamphlet politique. D'où en fait l'intérêt de faire du cinéma et de raconter des choses qui peuvent être dures, qui peuvent être féroces contre le pouvoir et tout ça, mais je pense que ce qui a touché les gens, et au Maroc, on a eu à la fois un retour très positif des gens, de Monsieur Tout-le-Monde, comme des critiques, et le comédien, il a même eu 2 prix au Maroc, enfin, on a eu plein de petits prix en fait au Maroc, des grands prix dans le nord, dans le sud et tout ça. Donc, je pense que les gens, à la fois, ils se rappellent cet événement-là. Donc, d'où l'intérêt, en fait, pour moi de raconter cette histoire. Et surtout, en fait, ça les pousse à réfléchir, à se poser des questions. Et surtout, en fait, pour moi, c'est un film à la fois tragicomique. Il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de férocité, il y a un côté frondeur qu'on retrouve de plus en plus dans la rue, en fait. Je pense au Maroc comme dans tous les pays de la région. Et c'est très important de voir que, voilà, on est en train de devenir un peuple de citoyens, un peuple capable de dire des choses, de formuler des choses, de montrer son mécontentement. Là, pendant des années, en fait, ça n'a pas été le cas. Ça a toujours été le silence. C'est pourquoi le film s'ouvre sur un silence et finit sur une sorte de musique très, très agressive. C'est pour donner l'impression, voilà, pour montrer en fait qu'il y a un peuple qui retrouve la voix. Merci beaucoup Hicham Lasri d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau de Maghreb Orient Express. Merci à vous. On rappelle donc le titre de votre film, c'est Eux les chiens. Une réaction peut-être HK sur ce qu'on appelle les printemps arabes justement. Je crois savoir que vous aviez été très enthousiaste comme quasiment la majorité des personnes de ce côté-ci de la Méditerranée. Est-ce qu'aujourd'hui vous affichez toujours le même optimisme, le même espoir ? Je pense qu'il ne faut pas remettre en cause qu'à un moment donné, il parlait de peuples citoyens qui, à un moment donné, se lèvent et affirment ce besoin de liberté, ce besoin de reprendre le pouvoir sur leur vie. Après, évidemment, j'allais dire, c'est l'histoire de la révolution.